des objets photographiques non identifiés. Quand il y a eu les premières manifestations, je me suis dit, tiens, c'est intéressant quand même. J'ai été en Iran et j'ai vraiment zoné, comme on dit, cherché, il se passait rien, pas de manif. Je suis rentré bredouille à Paris, vraiment les gens sont foutus de ma gueule, les photographes, tout le monde s'est marré, mais j'y croyais quand même. J'étais à Sipa à ce moment-là. L'Iran, c'était Image du Monde, Point de Vue, Le Shah d'Iran, Farah. C'était plutôt jet set l'Iran. Chipayoglou m'a dit je te conseille de t'intéresser au Shah parce qu'au moins tu pourras payer tes frais. Et j'ai commencé à voyager avec le Shah. J'ai accumulé un certain nombre d'images qui sont devenues, avec le temps, des images historiques, quoi. Ça a commencé par contre en même temps à péter un peu partout. C'était devenu beaucoup plus concret. C'est devenu un gros truc fin août, quand il y a eu des manifs de 2 millions de personnes. Tout d'un coup, il y avait l'apparition du peuple, quoi. Et puis aussi, l'irruption de ces femmes en noir. Les tchadors, on ne savait pas ce que c'était avant. On ne savait pas ce que c'était que le chiisme. Le 9 septembre, l'armée tire sur la foule. À partir du moment où l'armée avait tiré sur la foule, c'était inexorable. C'était d'abord une révolution démocratique qui se battait pour la liberté, pour des valeurs qui étaient les nôtres. Nos interlocuteurs à l'époque, c'était des gens qui étaient en exil en France et qui s'étaient profondément inspirés de la Révolution française. C'était vraiment des gens qui se battaient contre un régime autoritaire qui était celui du Shah. Ce Khomeini, personne ne l'avait vu. Il était en exil depuis 15 ans en Irak, et le fait de ne pas être présent, de ne pas être vivant, etc., lui a donné une puissance plus que charismatique. La droite, la gauche, les communistes, etc., tout le monde avait pris la bannière de Khomeini. Et là, on s'est retrouvés à quelques-uns autour de Khomeini, qu'on voyait pour la première fois dans un petit jardin de banlieue parisienne. On s'est assis autour d'un tapis, et on a commencé à parler, quoi. Il m'a commencé à me donner des conseils, mon petit, vous devez retourner là-bas en Iran, votre rôle c'est de raconter l'histoire de la Révolution. Dans l'islam chiite, l'image n'est pas quelque chose d'interdit, au contraire. Et donc on m'a tout de suite proposé de m'acheter mes photos pour pas mal d'argent. J'ai refusé, et par contre, je leur ai dit, vous pouvez reproduire tout ce que vous voulez. Et les couvertures des magazines et les publications dans la presse sont devenues des outils de propagande. Et donc, effectivement, il y a eu ce portrait qui a été mis en avant comme le Tché, quoi. Le Shah d'Iran s'en va le 16 janvier, Chapour Bartiar prend les choses en main, mais à nouveau, les gens descendent à la rue en disant que Chapour Bartiar, c'est un usurpateur. Je me souviens de conférences de presse où il dit « Mais M. Khomeini peut venir quand il veut, je l'invite à rentrer en Iran. » Erreur funeste. Panissard et compagnie se sont dit mais on prend quand même un gros risque parce que si l'armée tire sur l'avion, on est mal. Et du coup ils ont ouvert l'avion à tout le monde. On servait de bouclier humain, quoi. Il m'a fait appeler pour faire une photo. Et en fait, il voulait que je photographie au moment où l'avion entrait dans l'espace aérien iranien. Et là, il avait un sourire marqué, c'était son triomphe. Il arrive en Téhéran et là, c'est une foule continue depuis la sortie de l'aéroport jusqu'au cimetière où il devait aller parce que le cimetière était le symbole de cette révolution. Et là, une masse compacte et des images absolument ahurissantes. Il est impassible, alors vraiment impassible. Et la foule qui voit Dieu arriver sur terre. C'était ahurissant. Des millions de gens. Il est rentré, s'est installé dans une toute petite école, dans la banlieue de Téhéran. Et là, dans cette école, c'était des vagues de milliers de gens. On avait l'impression que tout l'Iran défilait dans cette cour tous les jours. Les femmes ont joué un rôle essentiel dans cette histoire. Il y avait plein de femmes dans les manifestations. J'ai vu des femmes prendre le voile comme signe d'opposition. Les tchadors, c'était devenu presque un objet politique.
Alors après, effectivement, elles ont été victimes de ça. Le 9 février, l'armée ouvre les casernes aux gens. La révolution a basculé en 24 heures. Les gens étaient sur les toits avec les armes, etc. C'était une anarchie totale. C'est là où le clergé a pris sa place. Chapour-Bartière est parti, c'était déliquescent. Alors on a arrêté le soir même Oveda, quelques autres personnes qui ont été liquidées, mais comme dans toute bonne révolution, la Roumanie, etc. Le seul réseau qui restait, qui était construit, c'était le réseau des mosquées. Et les mosquées sont devenues de ce fait un lieu de rencontre presque démocratique. C'est là où ils ont commencé à faire ce qu'on appelle les gardiens de la Révolution, mais c'était nos comités de salut public en France. Alors après, bon, effectivement, quand le clergé a pris le contrôle de tout ça, c'était pas tout à fait ce que les jeunes espéraient. Ça faisait déjà pas mal d'années que je réfléchissais à un travail, donc ce travail graphique que j'ai fait sur l'Iran. Et là, en fait, je me suis lâché. Je suis passé de la musique classique au rap. J'ai poussé les curseurs en me disant, sur ces images-là, il fallait retenir l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'était ces matières noires et blancs. Les photos deviennent de la calligraphie, d'une certaine manière, et elles prennent une force qu'elles n'ont pas en image, pour raconter quelque chose qui est extrêmement subjectif, bien sûr. On a aujourd'hui un problème de narration très important parce que les jeunes ont dans leur poche un appareil photo. Les gens qui sont à une manifestation sont à la fois manifestants et photographes. Ils travaillent, ils manipulent les trucs, tout se termine sur Instagram, etc. Quelqu'un qui décide de faire du narration aujourd'hui, c'est un choix purement artistique. Enlever les couleurs, c'est pas du tout quelque chose qui est près de la vérité photographique, c'est exactement l'inverse. La vérité, c'est les algorithmes de Canon, Nikon ou Sony. Et il faut intégrer cette technologie nouvelle. L'ordinateur, c'est un outil comme le labo photo l'était il y a 50 ans. Dans ces années-là, c'était les films qui déterminaient la couleur de la photo. Fuji faisait des photos absolument surréalistes avec des jaunes, des rouges, moi que j'aimais beaucoup. Et c'était complètement incohérent avec les couleurs du réel. Kodachrome, c'était magenta, etc. On avait déjà ces choix en amont. On ne se posait pas la question. Il faut arrêter de se dire que c'est la vérité. Il faut assumer la dimension onirique, la dimension subjective, etc. une fois pour toutes.